1 milliard. Ça te paraît beaucoup? Ça te paraît être un grand nombre? Bon, effectivement, c'est quand même déjà un grand nombre, puisqu'il faut déjà pas mal de temps pour compter jusqu'à 1 milliard. En fait, dès le début de l'école primaire, on commence déjà à s'imaginer ce à quoi peut ressembler un grand nombre. Bah oui, quand on apprend à compter, déjà, compter jusqu'à 100, ça nous paraît déjà énorme. Puis, au fur et à mesure qu'on progresse dans notre scolarité, on commence à appréhender des nombres de plus en plus grands. 1000, 1 million, 1 milliard. Mais tu vas voir avec cette vidéo que, en fait, ces nombres sont ridiculement petits. Salut, aujourd'hui on va parler des grands nombres, des très grands nombres, et on va même essayer de créer, d'inventer de nouveaux nombres qui sont toujours de plus en plus grands pour voir ce que ça peut donner. Allez, on commence tout doucement avec le nombre 100. Le nombre 100, quand on est tout petit, c'est déjà un nombre qui nous paraît très grand. Je suis sûr que tu te souviens, quand tu étais petit, tu voulais sûrement montrer à tes potes que tu savais compter jusqu'à 100. Regarde Timéo, je sais compter jusqu'à 100. Waouh, impressionnant. Mais aujourd'hui, je suis sûr que le nombre 100, il ne t'impressionne plus du tout. Alors, on va rajouter quelques zéros. Regarde, on arrive à 1000, 1 million, 1 milliard. Là, par contre, 1 milliard, ça y est, tu commences à te dire, ah ouais, on a quand même affaire à un grand nombre. On peut dire que c'est l'ordre de grandeur du nombre d'habitants en Chine. Voilà, si tu veux compter tous les Chinois, eh bien, il y en a environ 1 milliard, si on arrondit. Et 1 milliard, tu le sais, c'est une puissance de 10, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un nombre qui commence par un 1, et après, il n'y a que des zéros. Et effectivement, on peut l'écrire sous la forme d'une puissance de 10, c'est-à-dire sous la forme 10 puissance quelque chose, et ce quelque chose, c'est le nombre de zéros, tout simplement. Donc il y a combien de zéros ici? Il suffit de les compter, il y en a 9. Donc en fait, 1 milliard, c'est 10 puissance 9. On passe tout de suite au nombre 10 puissance 80. 10 puissance 80, c'est le nombre estimé d'atomes dans l'univers visible. Voilà, on estime que dans notre univers, du moins l'univers visible, il y a environ 10 puissance 80 atomes, ce qui correspond à un 1 suivi de 80 zéros. Pour rappel, 1 milliard, il n'y avait que 9 zéros. Il y en a que 9, alors que le nombre d'atomes dans l'univers, il y aurait 80 zéros, ça mettrait déjà un peu de temps pour l'écrire. Mais bon, si on y consacre un peu de temps, 2 ou 3 minutes, ça s'écrit très facilement, il suffit d'écrire un 1 et d'écrire 80 zéros derrière, ça se fait, c'est possible. Allez, maintenant on passe au nombre 10 puissance 100, 10 puissance 100 qui s'écrit aussi un gogol, d'accord? C'est le nom de ce nombre, un gogol. Alerte au gogol! Tu vois, c'est pas très différent de 10 puissance 80, encore que quand même, ici il y a 80 zéros, là, ici, il y a quand même 100 zéros. Donc, pour passer de ça à ça, il faudrait rajouter 20 zéros. Donc, en fait, il faudrait multiplier par 10 puissance 20. Et déjà, 10 puissance 20, c'est plus grand que 1 milliard. Donc, pour passer de ça à ça, il faudrait multiplier par un nombre qui est déjà beaucoup plus grand que 1 milliard. Et oui, il faut pas oublier que quand on a une puissance, en haut, en fait, la croissance est exponentielle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on augmente la puissance de 1, qu'on passe par exemple ici de 9 à 10, eh bien, il faudrait multiplier le nombre par 10. C'est ça qu'on appelle une croissance exponentielle. C'est que pour passer d'une étape à l'étape suivante, on est obligé de multiplier par le nombre de la base. Ici, en l'occurrence, c'est 10. Donc, 10 puissance 100, c'est un nombre qui est très grand, qui est beaucoup plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Mais là encore, un gogol, ça peut s'écrire très facilement. Pareil, au lieu de mettre 80 zéros, on en met 100. Bon, ça change pas beaucoup. Allez, on passe maintenant au gogolplex. Le gogolplex, c'est simplement 10 puissance 1 gogol. C'est simplement donc, si on remplace, 10 puissance 100. Attention au parathésage de l'expression. Ici, le 100, il se rapporte qu'au 10 qui est là. Il se rapporte pas au 10 puissance 10. Et là, d'un seul coup, ça devient très intéressant puisque ce nombre, un gogolplex, on ne peut pas l'écrire sous la forme décimale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire tous ces chiffres. Ça prendrait trop de temps. Et oui, pourquoi ça prendrait trop de temps? Eh bien, pour rappel, le gogol, il n'y a que 100 zéros, c'est facile à écrire, 100 zéros, pas très compliqué. Mais un gogolplex, il n'y a pas 100 zéros, il y a 10 puissance 100 zéros. Il y a un gogol de zéros. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un gogol, c'est beaucoup plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Eh bien, pour écrire en décimale un gogolplex, il faudrait, si jamais on écrivait en fait un zéro sur chaque atome de notre univers, eh bien, on n'aurait pas assez d'atomes dans notre univers pour pouvoir l'écrire. Donc là, tout de suite, on entre dans une nouvelle catégorie de nombres.
nombres, hein, les nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous une forme décimale, ou du moins qui peuvent s'écrire dans notre imagination, c'est-à-dire qu'il y a quand même un nombre fini de chiffres après la virgule, donc c'est mathématiquement et rigoureusement un nombre décimal, c'en est un, c'est même un nombre entier, mais pour notre conception humaine, eh bien ça serait impossible de l'écrire, puisque ça prendrait beaucoup trop de temps et on n'aurait même pas assez de place. Mais cependant, on n'est pas obligé d'écrire les nombres sous leur forme décimale, on peut les écrire, comme je viens de le faire, on peut leur donner un nom, par exemple un googolplex, voilà, et on le définit, on dit qu'un googolplex, c'est 10 puissance 10 puissance 100, et on peut le définir rigoureusement avec une écriture, on peut dire que c'est égal à ça, 10 puissance 100. Donc c'est un nombre quand même qui s'écrit pas sous une forme décimale parce que c'est trop long, mais qui peut s'écrire quand même, donc ça peut se visualiser. Allez, on passe tout de suite à une nouvelle notion, la notion de puissance itérée. On va parler déjà des puissances. 3 puissance 2, qui se dit aussi 3 au carré. Ça, il y a un autre moyen de l'écrire, tu le sais, avec les multiplications. 3 au carré, c'est 3 fois 3. Hein, c'est même comme ça qu'on introduit les puissances au collège. On introduit déjà le carré. On dit que le carré d'un nombre, c'est ce nombre multiplié par lui-même. Mais la multiplication, tu sais aussi qu'on peut l'écrire sous la forme d'une addition. Oui, hein, la multiplication ici, 3 fois 3, c'est simplement 3 plus 3 plus 3. En fait, la puissance permet d'écrire plus simplement une multiplication, et la multiplication permet d'écrire plus simplement une addition. Un autre exemple, 2 puissance 4, comme on peut l'écrire sous la forme d'une multiplication, tu sais qu'il suffit de répéter 4 fois le nombre 2 dans la multiplication, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 2, comme ceci. Et là, on pourrait s'amuser aussi à l'écrire sous la forme d'une addition, on va pas le faire, ça va être un peu long. Mais tu comprends le principe, hein. Lorsqu'on additionne plusieurs fois le même nombre, on peut le transformer en multiplication, et lorsqu'on multiplie plusieurs fois le même nombre, on peut l'écrire sous la forme d'une puissance. Il existe une nouvelle opération qui cette fois-ci permet de simplifier la puissance. Et oui, par exemple ici, 5 puissance 5 puissance 5. À la base, on ne connaît pas vraiment de notation pour simplifier cette écriture-là. Le mathématicien Donald Knuth a inventé une notation qui se note donc comme ceci, 5, 2 flèches, il y a 2 flèches ici, 3. Alors pourquoi 5 ? 5, c'est le nombre qui est répété. Le 3, c'est le nombre de fois qu'il est répété dans la puissance. Ici, il est répété 3 fois. Et 2 flèches, c'est la notation de l'opération, d'accord ? Pour dire qu'on répète 3 fois le 5 dans une tour de puissance, on met 2 flèches comme ceci. Et de la même manière, on peut continuer encore plus loin. Par exemple, lorsqu'on répète les 2 flèches, là, on répète encore une opération. 5, 2 flèches, 5, 2 flèches, 5. Ça aussi, ça simplifie. Et Donald Knuth a dit que ça pouvait s'écrire 5, 3 flèches, 3. Encore une fois, le 5, c'est le nombre que l'on répète. Ici, c'est le nombre 5. 3, c'est le nombre de fois qu'on le répète. On le répète 3 fois. Et on met 3 flèches pour dire que l'opération que l'on répète, c'est l'opération 2 flèches. Bon, et tu l'as compris, on peut mettre autant de flèches qu'on veut. Par exemple, ici, j'ai mis 5 flèches. 8, 5 flèches, 8. Ça peut s'écrire tout simplement. Je te laisse réfléchir un peu. 8... 6 flèches, d'accord, là il y a bien 6 flèches, 2, d'accord, le 8, c'est le nombre que l'on répète, si c'est 8, le 2 c'est le nombre de fois qu'on le répète, on le répète combien de fois ? 2 fois, et comme il y a 6 flèches, ça veut dire que l'opération qui est répétée, c'est l'opération 5 flèches. Allez, on va essayer de calculer maintenant numériquement la valeur ici d'une opération. Commençons par calculer 2, 3 flèches, 3. Alors 2, 3 flèches, 3, ça fait quoi ? Il y a le nombre 2, donc c'est le nombre que l'on va répéter, c'est le nombre qui va apparaître, donc il va y avoir des 2, ça on en est sûr. Ensuite 3, c'est le nombre de fois qu'on va le répéter, donc il va y avoir 3 fois le nombre 2 qui va apparaître. Et le nombre 2, il va apparaître avec quelle opération ? Il suffit de descendre d'un cran le nombre de flèches, ici on avait 3 flèches, on descend d'un cran, donc il va y avoir 2 flèches. On se retrouve donc avec 2, 2 flèches, 2, 2 flèches, 2. Alors maintenant il faut faire attention au parenthésage, mais en fait c'est comme pour les puissances, c'est-à-dire que pour les puissances, le parenthésage se fait à droite. Ici, ça va se faire à droite aussi. Donc, c'est comme si on avait des parenthèses comme ceci. Bon, donc on y va, on peut encore calculer. Alors, on va réécrire déjà le 2, 2 flèches ici comme ceci. Mais 2, 2 flèches 2, c'est quoi ? Rappelle-toi, le 2 flèches, il permet de répéter la puissance. D'accord ? Donc, on a une tour de puissance où c'est le nombre 2 qui apparaît. Et le nombre 2, il apparaît combien de fois ? Il apparaît 2 fois. Donc on se retrouve avec 2 flèches, et entre parenthèses, on met 2 puissance 2. Mais 2 puissance 2, ça, on sait le calculer, ça fait 4. Et on continue, 2 flèches 4, donc c'est le nombre 2 qui va apparaître. Il va apparaître 4 fois. Dans quelle opération ? L'opération qui est du coup en dessous des 2 flèches. L'opération qui est en dessous des 2 flèches, c'est la puissance. D'accord ? Rappelle-toi, les 2 flèches, ça répète la puissance. Donc on va avoir une tour de puissance où c'est le nombre 2 qui apparaît, et il apparaît combien de
fois, eh bien il apparaît 4 fois. Et voilà, on a bien 2 puissance 2, puissance 2, puissance 2. Bon, maintenant il suffit de faire le calcul, on commence toujours à droite, hein, ou en haut pour les puissances. Donc ici 2 puissance 2, ça fait 4. 2 puissance 4, ça fait 16. Donc on a 2 puissance 16. Et ça, bon, tu peux le faire de tête ou le faire à la calculatrice. 2 puissance 16, ça fait 65 536. Voilà, ça c'est fait. Mais alors comme c'est un peu lourd quand même des fois d'écrire plein de flèches, parce qu'on peut, si on veut avoir 18 flèches, hein, bah ça devient très, très lourd à écrire, eh bien le mathématicien, le regretté John Conway, a inventé une nouvelle notation qui se note donc comme ça, 2 flèches 5 flèches 3, et ça correspond à quoi? Eh bien le 2 c'est le nombre qui apparaît à gauche, 5 c'est le nombre qui apparaît à droite, et 3 c'est le nombre de flèches qu'on met entre les deux. Bah, c'est aussi simple que ça, franchement, pas très compliqué. Et alors par exemple, ici, 2 flèches 5 flèches 2, ça correspond à 2 double flèche 5. Bah oui, ici on a toujours 2 à gauche, 5 à droite, et le nombre de flèches ici c'est 2. Et alors lorsqu'on n'a qu'une seule flèche, alors l'opération une flèche, ça correspond en fait à la puissance, hein, tout simplement. 2 flèches 5 flèches 1, ça correspond à 2 puissance 5. Et en fait par convention, 2 flèches 5 flèches 0, c'est simplement 2 fois 5. On pourrait aller même plus loin dans cette idée, en descendant en dessous, par exemple moins 1. Moins 1, ça serait quoi selon toi comme opération? Bah ça serait l'addition. Bah oui, en dessous de la multiplication, on aurait logiquement l'addition. On pourrait même descendre encore en dessous, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Et donc inventer des opérations qui seraient dans la logique en dessous de l'addition, si on veut. Alors ce sujet-là, ben il se trouve qu'en fait c'était mon sujet de grand oral de mathématiques pour le baccalauréat. Malheureusement, c'est pas ce sujet qui a été choisi le jour du grand oral. J'aurais bien aimé le présenter parce que c'est vraiment intéressant. En tout cas, si ça t'intéresse, j'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, une vidéo que je te mets juste ici. Allez, on va voir si t'as bien compris, voici un exemple, on va essayer de le calculer. 3 flèches 2 flèches 4, ça correspond à quoi? Eh bien déjà c'est le nombre 3 qui va apparaître à gauche, le nombre 2 qui va apparaître à droite, et ça va être quelle opération? Ça va être l'opération 4 flèches. Bon ça, 3, 4 flèches 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre 3 va apparaître 2 fois dans l'opération en dessous des 4 flèches, c'est-à-dire l'opération 3 flèches. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre 3 va apparaître 3 fois dans l'opération en dessous, c'est-à-dire l'opération 2 flèches. Et là, encore une fois, on fait attention au parathésage, hein, d'accord? Ici, c'est comme s'il y avait des parenthèses juste ici. Bon, 3 de flèche 3, on va essayer de le simplifier. 3 de flèche 3, ça veut dire que le nombre 3 apparaît 3 fois dans l'opération juste en dessous des 2 flèches. Juste en dessous, rappelle-toi, c'est la puissance. Ben maintenant, 3 puissance 3, bah ça, d'un seul coup, ça devient assez simple, hein. On connaît, 3 puissance 3, ça fait quoi? C'est 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Et 3 puissance 27, ça fait 6625 milliards, 597 484 987. Oui, je viens de le calculer de tête, là, comme ça, en 30 secondes. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le nombre 3 va apparaître donc 7625 milliards de fois dans quelle opération? L'opération qui est en dessous des 2 flèches, c'est-à-dire l'opération puissance. Autrement dit, on a une tour de puissance, ici, avec que des 3, et le nombre 3 apparaît, eh bien, 7625 milliards de fois. Donc ça, évidemment, tu t'en doutes bien, c'est pas très possible à calculer. Bon voilà, du coup c'est pas très satisfaisant, on n'a pas réussi à donner une valeur à ce nombre. Bah forcément, hein, ce nombre il est tellement gigantesque, hein, tu demandes à n'importe quelle calculatrice, voire même n'importe quel ordinateur hein, de calculer ça, évidemment il va pas trop aimer. Bon maintenant ce qui va être intéressant, eh bien c'est le nombre de grammes. Le nombre de grammes, c'est un nombre qui a été pendant très longtemps le plus grand nombre jamais utilisé dans une démonstration mathématique. Alors le nombre de grammes, pour le construire, il faut déjà utiliser une fonction g minuscule, comme ceci, qui en fait c'est une fonction qui a un certain entier n, va associer 3 flèches 2 flèches n. Bah, ici on reconnaît en fait les flèches chaînées de Conway dont on a parlé tout à l'heure, hein. On avait ici tout à l'heure 3 flèches 2 flèches 4. Bah, ici notre variable c'est n. Donc en fait notre variable va correspondre au nombre de flèches de l'opération. Rappelle-toi, hein, ici le dernier chiffre, le dernier nombre ici correspond au nombre de flèches de l'opération. Et en fait tu n'es pas sans savoir qu'une fonction, hein, en général on les note f les fonctions, et puis les variables en général c'est x, mais une fonction on peut la mettre dans les parenthèses de elle-même si on veut. C'est-à-dire qu'on peut en fait faire ici ce qu'on appelle une composée de fonction, on peut composer la fonction dans elle-même. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir f de x, on peut avoir f de x, ou f de x, ou même ici j'ai écrit f de x. Et bien ça on peut le simplifier, on peut l'écrire autrement avec justement une notation de puissance, hein. Alors c'est pas la même puissance, ça va être la puissance ici de la composée de fonction, c'est pas exactement la même chose que l'on connaît ici avec les nombres, hein. Mais en fait ça va pouvoir se noter f puissance 4
de x. f puissance 4 de x pour une fonction, en tout cas, ça veut dire qu'on va mettre 4 fois ici la fonction f dans des parenthèses imbriquées. Et alors ça, c'est très intéressant, parce que regarde, on va revenir à notre fonction g minuscule ici. On va regarder ce qui se passe pour g de 5, d'accord? On va évaluer la fonction en 5. Ben, g de 5, par définition, c'est 3, flèche 2, flèche 5. Tout à l'heure, pour rappel, on avait calculé, ou du moins on avait essayé de calculer 3, flèche 2, flèche 4. Et déjà, on trouvait quelque chose qui n'était pas calculable, parce que c'est tellement grand que c'est pas possible de le calculer numériquement. Eh bien là, g de 5, c'est 3 flèche 2, flèche 5, et non plus 4, hein, c'est un 5. C'est-à-dire que là, ça va être encore plus impossible de le calculer. Parce que là, on va même pas partir de l'opération 4 flèches comme tout à l'heure, on va partir de l'opération 5 flèches. Donc il y aura encore plus d'étapes, et évidemment, ça sera vraiment impossible de le visualiser. Eh bien, en partant donc de ces deux informations-là, on va introduire une fonction grand G, la fonction G majuscule, d'accord, qui a un entier n, va associer en fait la puissance nème de petit g, donc on va le noter comme ça, la puissance nème de petit g, évaluée en 5. Ça veut dire quoi? Alors on va regarder ce qui se passe à droite, g de 1, on va le noter comme ça, g de 1, c'est la puissance unième, c'est petit g puissance 1 évalué en 5. Puissance 1, c'est juste g lui-même, hein, d'accord? Ça veut dire que, par exemple, pour notre fonction f ici, f puissance 1, ça veut dire que le f apparaît qu'une seule fois. Là, il apparaît 4 fois, d'accord? Donc en fait, f puissance 1 de x, c'est f de x, c'est la même chose. Donc g puissance 1 de 5, c'est g de 5. Donc grand g de 1, c'est petit g de 5. Autrement dit, hein, c'est 3, flèche 2, flèche 5, donc un nombre qui est pas calculable. Maintenant, regardons ce qui se passe pour grand G de 2. Grand G de 2, eh bien, par définition, c'est G au carré, G puissance 2, de 5. Par définition de la puissance d'une fonction qu'on a écrite ici, c'est-à-dire que notre petit g, il apparaît 2 fois dans une imbrication de fonction, d'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir petit g, parenthèse, petit g, 5. Et ça veut dire quoi? Petit g, entre parenthèses, petit g de 5. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec 3 flèches 2, flèches, et notre n, ici, notre variable, bah, c'est ce qu'il y a dans les parenthèses, c'est-à-dire g de 5. Et ça, on peut encore l'écrire autrement, d'après la notation des flèches chez Ned Conway, ici, c'est-à-dire 3, avec une opération avec un certain nombre de flèches, d'accord? Donc le 3 qui apparaît à gauche, le 2 qui apparaît à droite, et le nombre de flèches qu'on va avoir, le nombre de flèches ici, c'est petit g de 5. Bon, j'ai réécrit ça au-dessus, et petit g de 5, en fait, petit g de 5, on l'a dit tout à l'heure, c'est grand g de 1. Donc le nombre de flèches ici dans grand g de 2, bah, ça correspond à grand g de 1. Et donc par récurrence, c'est-à-dire par une propriété qui va donc se vérifier donc à chaque étape, en fait, on peut écrire que grand g de petit n, c'est égal à 3, un certain nombre de flèches 2, et le nombre de flèches ici, c'est grand G de n-1. À chaque étape, en fait, donc le nombre de flèches qui va apparaître, bien en fait, c'est simplement le résultat de grand G de l'étape précédente. Et donc le nombre de Graham, c'est simplement grand G de 64, c'est-à-dire qu'il faut 64 étapes. On commence avec la première étape, on met 5 flèches seulement, et encore, 5 flèches c'est déjà énorme, parce que rappelle-toi qu'avec seulement 4 flèches, on n'avait pas réussi à faire le calcul jusqu'au bout, parce qu'on obtenait un nombre extrêmement grand, je te rappelle, avec une tour de puissance, avec plusieurs milliers de milliards comme ça de puissance. Une fois qu'on a calculé ça, eh bien on peut avoir la deuxième étape, c'est-à-dire G de 2. Et G de 2, bah, c'est simplement 3, un certain nombre de flèches 2, et le nombre de flèches, bah, c'est le nombre, c'est le résultat de G de 1. Donc le nombre de flèches ici déjà, bah, il est gigantesque, il y a un nombre énorme de flèches qu'on peut même pas imaginer. Rien que pour G de 2, on est seulement à la deuxième étape, et rien que pour G de 2, le nombre de flèches est inimaginable. Alors, que dire du résultat de l'opération? Ici, on parle juste du nombre de flèches, mais le résultat de l'opération, bah, là, il est évidemment énorme, mais inimaginable, de l'imaginable de l'imaginable. Et donc, je le répète, on n'est qu'à l'étape 2. Le nombre de Graham, c'est l'étape 64, c'est-à-dire que ce processus, on va le répéter à l'étape 3, à l'étape 4, à l'étape 5, on va faire grandir comme ça le nombre de flèches de façon, mais immensément rapide. Mais en tout cas, toujours est-il que ce nombre, le nombre de Graham, il peut s'écrire, la preuve, je l'ai écrit G64. Et avec des opérations mathématiques, en définissant clairement les règles, les fonctions, les opérations, etc., en définissant clairement les choses, on arrive à l'écrire de manière totalement rigoureuse. Bon alors, je t'ai parlé du nombre de Graham, mais je ne t'ai pas parlé du nombre tri-3. Si on le prononce à la française, ça serait tri-tri. Alors ce nombre, il est encore plus grand que G64, d'accord? Il est même beaucoup plus grand. G64, il est ridicule devant tri-tri. Mais je vais pas trop te parler de tri-tri
géométrie, tout simplement parce que la théorie autour de tout ça est très compliquée, ça parle de théorie des graphes, ça parle de relations d'ordre, bref, ça parle de choses assez complexes que même moi je ne suis pas certain d'avoir comprises, donc je ne vais pas t'en parler. En fait, le nombre G64, le nombre de grammes est déjà suffisamment grand pour qu'il soit intéressant dans cette vidéo. Alors maintenant qu'on a le nombre G64, ce qu'on peut faire, c'est pourquoi pas composer la fonction grand G. Bah oui, tout à l'heure on a fait des composés de la fonction petit g, mais c'est un peu ridicule, pourquoi pas faire des composés directement de la fonction grand G, c'est-à-dire mettre grand G dans les parenthèses de grand G. Et oui, pourquoi pas écrire ça, G de 64. Juste avant, dans les parenthèses, on avait seulement 64, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait à l'étape 64. Et le résultat qu'on obtient à la 64e étape, c'est le nombre que l'on appelle G64. Et pourquoi s'arrêter à la 64e étape? Pourquoi ne pas finalement continuer, non pas jusqu'à 64, mais jusqu'à G64? C'est-à-dire qu'on va pas faire 64 étapes, on va faire G64 étapes. Et juste avant, je t'ai dit que G64, le nombre de grammes, c'était un nombre qui était pour le cerveau humain, mais totalement inimaginable et impensable, tellement qu'il est gigantesque. Et bien là, je te dis que ce nombre, G64, c'est le nombre d'étapes qu'il faut pour construire G de 64. Hein, ça correspond pas au nombre de flèches, au nombre de quoi que ce soit, non, c'est le nombre d'étapes qu'il faut dans la construction. Oh mais alors là, mais ça devient complètement n'importe quoi. Mais rappelle-toi, tout à l'heure, on a introduit une notation avec la puissance de fonction lorsqu'on imbrique des fonctions les unes dans les autres. Hein, on a dit que ça, on pouvait l'écrire grand G au carré de 64, d'accord? Parce que ici, on imbrique la fonction dans elle-même, et la fonction grand G, elle apparaît deux fois, donc on peut l'écrire comme ça. Et pourquoi mettre seulement un petit 2 ici? Bah oui, pourquoi on mettrait pas 3, 1 milliard? Ou pourquoi pas même G64? Et oui, pourquoi pas? Et là, regarde, on a une fonction G64 ici, on a un nombre de grammes ici. Pourquoi on mettrait pas aussi une puissance sur ce G? Et oui, là, regarde, on a une puissance de fonction. Ça veut dire quoi, ce truc-là, bizarre? Ça veut dire qu'on a donc la fonction grand G, qui est imbriquée combien de fois dans elle-même? Bah, elle est imbriquée G puissance G64 de 64 fois. Donc le nombre d'imbrications de la fonction G, eh bien, elle utilise la fonction grand G. Et cette fonction grand G, elle a utilisé combien de fois? Pour le nombre d'imbrications, elle a utilisé G64 fois. Ouais, regarde, ce qu'on peut faire, c'est même rajouter un indice à notre fonction. C'est-à-dire que, regarde, ça, on peut l'appeler par exemple G indice 1 de 64. Ça, on peut l'appeler G indice 2 de 64. Hein, on comprend pourquoi, parce que ici la fonction G, elle est utilisée deux fois. Hein, elle est utilisée une première fois, hein, la fonction principale, grand G, et elle est utilisée aussi dans le nombre d'imbrications, donc dans le nombre de compositions de la fonction G. Et puis ce truc-là, on peut évidemment, logiquement, l'appeler G indice 3 de 64. Mais l'indice, plutôt que de s'arrêter à 3, ici, la troisième étape seulement, on pourrait continuer jusqu'à, par exemple, jusqu'à G64. Mais ici, regarde, on a un G, mais il n'y a pas d'indice. Alors qu'on vient de créer une nouvelle notation avec des indices pour créer des nombres encore plus grands. Donc pourquoi on n'inventerait pas aussi G de G64, de 64, de 64, et là on pourrait même du coup introduire une nouvelle lettre, par exemple grand H, et dire que ça par exemple c'est grand H de 1, d'accord? On a une nouvelle fonction H cette fois-ci. Ça c'est grand H de 1. On pourrait dire du coup que ici, cette deuxième étape, on a rajouté ici l'indice G64 juste en dessous de G finalement. Ici c'est du coup grand H de 2. Quand on rajoute encore un indice en dessous du G qui est en dessous du G, bah ça c'est grand H de 3, et on pourrait aller par exemple à la 64e étape, ou même encore pire, à la G64e étape, ou même encore plus grand, à la H de 64e étape. Et en fait on pourrait continuer comme ça encore longtemps, parce que regarde, ça on reconnaît, c'est H carré de 64. On pourrait faire augmenter la puissance jusqu'à par exemple H64, et puis inventer encore une notation avec les indices comme on avait tout à l'heure avec G, et du coup introduire une nouvelle lettre, par exemple, je sais pas moi, la lettre I, et donc du coup dire que notre fonction grand I, ça répéterait ici la combinaison d'indices en dessous du grand H, et on continuerait avec I, on ferait la même chose ici qu'avec H, c'est-à-dire qu'on aurait I, on augmenterait la puissance au-dessus du I, on augmenterait les indices au-dessus du I, on inventerait la lettre grand J. Enfin bref, on pourrait utiliser autant de lettres qu'on veut, et même inventer des symboles, hein, pas forcément des lettres, on pourrait dessiner des spirales si on veut, et on pourrait même dire que le G64e symbole qu'on inventerait, ça serait par exemple la fonction MED64. Et le MED64e symbole qu'on
qu'on inventerait dans la construction. Ici, ça serait par exemple Nintendo 64. Bref, etc. Là, j'ai mis 1 fois 3 petits points, 2 fois 3 petits points, 3 fois 3 petits points. Donc là, comme j'ai qu'une seule fois 3 petits points, on pourrait par exemple prendre la lettre grand A et dire que ça c'est une nouvelle fonction et on va l'appeler grand A de 1. Du coup, là, j'ai utilisé 2 fois 3 petits points et ça serait par exemple grand A de 2. Et ça y est, on est reparti pour un tour pour faire incrémenter ce qu'il y a dans les parenthèses, créer des combinaisons, des imbrications, des compositions de fonctions et donc faire augmenter les puissances, puis ensuite trouver une nouvelle notation pour des indices, faire augmenter les indices, créer des indices d'indices d'indices. Bref, on n'en finit jamais, on peut toujours continuer comme ça, essayer de créer des nombres de plus en plus grands. Et là, à chaque fois, t'as compris, on essayait de trouver un moyen d'aller en fait de plus en plus vite, de créer des nombres de plus en plus grands, de plus en plus rapidement. Bref, je vais m'arrêter là, hein, je pense que ça y est, t'as compris. Et là, même si tous ces nombres en fait sont totalement inimaginables, hein, là on a même dépassé la frontière de l'inimaginable, tellement que c'est inimaginable, bah, tous ces nombres peuvent encore s'écrire. La preuve, j'ai créé des notations, j'ai créé des choses voilà de manière rigoureuse. Hein. Dans cette vidéo, tu l'as vu, je les ai écrits ces nombres. Donc on peut les écrire mathématiquement. Alors évidemment, j'ai pas écrit très formellement hein, tout ça. Hein. J'aurais pu l'écrire de manière très formelle, avec voilà la fonction qui a x associe blablabla, avec des ensembles, avec voilà des notations très rigoureuses. Là, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai voulu vulgariser un peu, aller voilà un peu vite. Mais il existe bel et bien un horizon à ces nombres, un horizon infranchissable de nombres qui ne peuvent pas s'écrire mathématiquement, rigoureusement, formellement. Voilà, il y a des nombres qui ne peuvent pas être écrits. Et en fait, ces nombres, bah, c'est la majorité des nombres. La grande majorité des nombres ne peuvent pas s'écrire formellement. Et ça, c'est même possible de s'en rendre compte avec des nombres très petits, par exemple entre 0 et 1, les nombres réels entre 0 et 1. Bah, la grande majorité des nombres entre 0 et 1 ne peuvent pas s'écrire formellement. Tout simplement parce qu'un nombre réel, c'est un nombre qui possède un nombre fini ou infini de décimales, de chiffres après sa virgule. Et si on prend par exemple un nombre qui s'écrit de manière totalement aléatoire, où chaque chiffre après sa virgule, bah, c'est un chiffre aléatoire, tout simplement, entre 0 et 9, eh bien ça, c'est pas possible de l'écrire formellement, mathématiquement. Il n'y a pas vraiment de fonction aléatoire en maths. Tout simplement par définition d'une fonction, puisqu'une fonction, en maths, elle est déterministe. On connaît son résultat à l'avance lorsqu'on lui donne à manger, si on veut, on lui donne à manger un nombre. Quand on lui donne, en fait, un argument, ce qu'on appelle un argument pour les fonctions, eh bien on sait ce que ça va donner comme résultat. Donc si on veut construire un nombre comme ça de manière aléatoire, eh bien les maths ne suffisent pas, il faut d'autres théories, il faut d'autres choses. Bref, tout ça c'était pour te faire prendre conscience finalement que les nombres, ils peuvent grandir autant qu'on veut, on peut toujours construire des nombres de plus en plus grands, aussi grands que l'on veut. La preuve, il suffit de ruser un peu, il suffit de trouver en fait un processus qui va nous permettre de faire grandir ces nombres de plus en plus rapidement comme on l'a fait. Et j'espère que ça t'a fait prendre conscience que finalement 1 milliard, à côté de tous ces nombres-là, 1 milliard, bah, c'était vraiment totalement ridicule. Et voilà, on a terminé ici notre épopée à travers les grands nombres, les très grands nombres. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, on va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!